Bonjour, bon après-midi à tous. On est toujours dans l'acte 2 de cette conférence Jacques Delors, qui est donc, vous vous souvenez, en 3 actes, puisqu'on a une pièce de théâtre qui nous attend à 16 heures. Mais en attendant, entre 15 heures maintenant et 15h45, on va passer presque 3 quarts d'heure pour parler d'un sujet qui... Ouais, eh bien, nous en sommes impatients après plus d'un an de Covid, qui est la mobilité. Ça a l'air comme ça un peu difficile de s'y projeter, mais c'est vraiment le cœur du projet européen. Donc, notre atelier s'intitule « Quelles opportunités de mobilité européenne pour les jeunes ?» Et je suis avec une vingtaine de jeunes de l'Académie Notre Europe, que j'ai le plaisir de croiser. On les a vus beaucoup, mais sur Zoom cette année. Donc, en effet, la mobilité devient petit à petit une réalité pour nous aussi. J'ai aussi des anciens de l'Académie qui sont avec nous. Donc, vraiment, je vous salue tous. Et je vais présenter maintenant les modalités de notre atelier. On va avoir un premier temps qui est de rencontrer nos intervenants, que je remercie beaucoup, Audrey et Jérémy, d'être avec nous. Et puis, nous allons vous montrer un film, une petite vidéo qu'on a préparée avec des questions de différents jeunes, certains d'entre vous et d'autres jeunes européens qui s'interrogent sur la mobilité, les possibilités de mobilité en Europe. Et puis, on prendra vos questions, évidemment, dans la salle et on essaiera d'essayer vraiment de voir comment profiter de ces espaces de circulation, de mobilité, d'expérience au sein de notre continent. Donc, je me tourne vers... nos invités, merci encore de venir jusqu'à nous dans ce lieu incroyable de la belle Lilloise. Et je ne sais pas si tout le monde peut voir l'espace incroyable dans lequel nous sommes entourés d'animaux et, terrestres et aquatiques. En tout cas, voilà, nous sommes vraiment très contents d'être là. Donc, Audrey Massé-Rousseau, merci encore de votre présence. Est-ce que vous pourriez, je pense que ça sera important pour les personnes qui sont en ligne, mais aussi dans la salle, expliquer quels sont vos rôles de direction au sein de l'agence Erasmus+, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, donc, je suis Audrey Massé-Rousseau et je suis la directrice du département promotion à l'agence Erasmus+, éducation formation, qui se trouve à Bordeaux. Et donc, dans cette agence, on gère tous les projets Erasmus+, qui touchent le secteur scolaire, la formation professionnelle, l'éducation des adultes et l'enseignement supérieur. Voilà, on est à peu près une petite 150aine de personnels qui travaillent là-bas. Donc, éducation et formation. Éducation et formation, très bien. Exactement. Merci beaucoup, Audrey. Donc, on reviendra pour les échanges dans un instant. Jérémy Trémolière, merci également de votre présence à nos côtés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos fonctions au sein de l'agence? Bien sûr. Alors déjà, un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Jérémy Trémolière. Je travaille à l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport en tant que responsable du pôle des projets Erasmus+. Et en fait, pour essayer de faire simple, je travaille au sein de l'agence du service civique qui, en son sein, accueille depuis 2016 l'agence qui gère le volet jeunesse et sport du programme Erasmus, et aussi un autre dispositif dont on reviendra après dessus, ce qu'appelle le Corps européen de solidarité, qui permet de la mobilité des jeunes. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Donc, vous entendez différentes pistes de mobilité ou de raisons de motivation de la mobilité. Donc, plutôt éducation, formation, mais on verra toutes les différentes modalités, et jeunesse et sport aussi. Mais voilà, tout ça sera enrichi. Donc, comme je vous ai dit, ce qu'on a préparé avec l'équipe de l'Institut et de l'Académie, c'est un court petit film qu'on va pouvoir regarder ensemble dans la salle et en ligne, déjà de quelques jeunes qui ont des questions pour vous, Audrey et Jérémy. Bonjour, je m'appelle Mathilde Chollet et je suis apprentie en BTS Communication. J'aimerais réaliser mon stage en entreprise à l'étranger. Est-ce possible avec Erasmus+? Bonjour, je suis Maëlie, je viens de Bretagne et je suis en recherche d'emploi. Je suis également une jeune diplômée et j'aimerais vivre une expérience à l'étranger en me rendant utile. J'ai entendu dire que c'était possible avec certains programmes européens. Donc comment l'Union européenne peut m'aider dans ce projet ? Je suis très tentée par une mobilité à l'international, mais qu'est-ce que cette expérience va m'apporter personnellement et professionnellement? Je viens de finir ma première année d'études d'ingénierie et j'aimerais tenter l'expérience Erasmus. Comment je pourrais m'y prendre?
une par une y répondre. Mais si vous, de votre côté dans la salle, vous avez des questions un peu similaires, gardez-les et on pourra ouvrir la discussion. C'est vrai que cette expérience Erasmus, ça fait maintenant quelques décennies qu'on la pratique en Europe, mais vous allez voir, c'est un programme très dynamique et qui prévoit vraiment beaucoup de modalités. Donc Audrey, la première question d'une des jeunes qu'on a entendues, c'était je suis apprentie, je voudrais partir en stage en entreprise à l'étranger. Est-ce que c'est possible ? Alors oui, tout à fait, c'est possible. C'est-à-dire que le programme Erasmus+, c'est pas uniquement donc pour les étudiants, mais c'est également pour les apprentis, donc les apprentis de l'enseignement supérieur, là par exemple cette jeune femme de BTS, et également pour les apprentis de la formation professionnelle, mais aussi pour les jeunes de mission locale, les lycéens professionnels. Donc il est possible bien sûr de partir faire un stage, et c'est d'ailleurs la majeure partie des mobilités sont des mobilités de stage. On peut partir pendant quelques jours seulement, jusqu'à quelques mois, enfin plusieurs mois. Et il y a même une nouveauté, parce que là on entre dans le nouveau programme Erasmus+, pour la période 2021-2027. Et donc il est possible pour les étudiants par exemple de coupler une mobilité réelle et puis également une mobilité virtuelle. Et parfois c'est plus simple, notamment pour les étudiants de BTS, de partir un petit peu moins longtemps. Ce qui est important de dire également, c'est qu'on peut partir en Europe, dans les 33 pays du programme Erasmus+, mais aussi à l'international. Et on peut aussi partir si on est avant le bac. C'est-à-dire que le programme Erasmus+, permet aussi la mobilité pour des lycéens, des collégiens, mais même des écoliers en fait, de l'école maternelle et du primaire. Et on peut partir donc seul, en mobilité, en couplant ou pas une période d'études, en faisant une partie par exemple de sa scolarité pendant un trimestre ou même une année scolaire, et en même temps en couplant donc avec un stage ou pas. Mais aussi on peut partir en groupe, avec sa classe, par exemple, ou alors avec des étudiants de sa promotion. Donc ça, c'est aussi possible. Mais là, si on en revient à la jeune femme qu'on a vue sur la petite vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'elle veut vraiment coupler son expérience professionnelle avec cette mobilité. Peut-être qu'il y a une question linguistique, peut-être une question d'immersion dans la vie professionnelle, mais ce que je me disais, c'est concrètement, ça va être quoi le conseil pour elle? Est-ce qu'elle doit identifier le stage au sein de son école et puis après venir vous voir en disant « c'est ce type d'expérience que je voudrais faire en Europe » ou est-ce que les offres de stage vont se trouver au sein de l'agence? Donc concrètement, c'est quoi la première étape pour enclencher ce type de stage? Le premier réflexe, en fait, c'est de se tourner vers sa structure, en fait, la structure dans laquelle on est en formation. Et je crois qu'on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard avec la question d'après. Et ça, c'est vraiment le premier réflexe. Et ensuite, il existe bien sûr des plateformes pour trouver des stages. Et donc ça, les coordonnées des différentes plateformes, on les trouve aussi sur les sites de l'agence Erasmus+, Éducation Formation. Et je voulais rajouter juste une petite chose aussi sur dans le nouveau programme Erasmus+, 2021-2027, on peut aussi, quand on est un lycéen professionnel ou un apprenti de la formation professionnelle, partir aussi en skills competition, enfin faire des espèces d'olympiades des métiers européens où on va être en compétition sur des compétences professionnelles avec d'autres lycéens ou d'autres apprentis en Europe. Et ces informations, à nouveau, on les retrouve sur le site de l'agence? Sur le site de l'agence, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Audrey. Jérémy, la deuxième question portait sur une interrogation très, très légitime. Hein. Je viens de finir mes études, je voudrais vivre une expérience à l'étranger, mais en me rendant utile. Donc voilà, j'ai entendu dire que c'était possible avec certains programmes, mais est-ce vraiment le cas? C'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas, d'accord. En fait, historiquement, les programmes européens, donc il y a une entrée sur le volet formel. Donc quand on est inscrit dans un cursus formatif, on a cette possibilité de partir. Et aussi, historiquement, un pan du programme qui est lié à la citoyenneté et aussi l'expérience de mobilité en dehors du cadre formel. Et on a toute une variété d'options qui s'offrent à nous dans le nouveau programme Erasmus+, sur le volet jeunesse, mais aussi sur ce programme qui s'appelle le Corps européen de solidarité. Et alors, pour vous donner un peu des exemples, on va avoir dans le cadre d'Erasmus une mobilité qui est vraiment, qui pourrait être une première approche, qui est le dispositif Discover EU, et qui est la possibilité pour des jeunes qui ont 18 ans de participer à un concours en ligne et d'obtenir par ce biais-là, soit pour eux-mêmes, soit dans le cadre d'un départ collectif, des passes interrail pour aller voyager en Europe entre 2 jours et 1 mois.
Après, on va trouver des dispositifs qui s'adressent à des groupes. Donc, le programme Erasmus touche les 13-30 ans. Donc, c'est des participants qui peuvent avoir ces âges-là. Et ils peuvent participer à des échanges de jeunes qui vont se dérouler pendant les vacances, par exemple, et qui vont permettre à des groupes de différents pays, de France, de Slovénie et du Maroc, de se rencontrer autour de thématiques liées à la protection de l'environnement, par exemple, et regarder dans chacun des pays comment se passent ces activités-là. Et donc, le programme va venir permettre de réaliser ces activités, et ces activités seront gratuites pour les participants. Et on va avoir, par exemple, dans le cadre du Corps européen de solidarité, des opportunités de volontariat qui pourraient se rapprocher de la question qui a été posée sur après mes études, qu'est-ce que je peux faire, m'engager et être utile. Et donc le Corps permet, dans le cadre du volontariat européen, de partir en général entre 2 mois et 1 an à l'étranger pour s'inscrire dans une activité qui est portée par une collectivité territoriale ou par une association. Ce sont des missions qui sont listées, qui sont présentées sur le site. Exactement. Auxquelles on peut postuler. On peut candidater. D'accord. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait un accompagnement par une structure française pour aider à trouver le projet qui correspond et se mettre en relation avec la structure à l'étranger qui propose cette mission-là. Et après, tout est pris en charge, c'est-à-dire que l'hébergement, le transport, la nourriture, tout ça est couvert par le financement. Il y a tout un accompagnement qui est prévu par les structures qui accompagnent et des formations annexes. Et donc ces opportunités-là permettent de s'engager dans la durée et de vraiment vivre une expérience de mobilité de long terme. Et à côté de ça, les programmes européens, le Corps et Erasmus, permettent aussi de vivre une expérience européenne sans mobilité, mais sur un volet d'engagement, avec un dispositif qui s'appelle les projets de solidarité et qui permettent à des groupes français, par exemple de jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, de monter une activité liée à la question de la solidarité et de la développer localement, tout en portant du coup les valeurs qui sont promues par l'Europe. Mais on comprend vraiment toute cette envie d'aller voir comment ça se passe dans les autres pays, de monter des projets. Mais pendant cette période de plus d'une année, concrètement, comment est-ce que ces programmes ont fonctionné? Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont malgré tout pu se faire, ou est-ce que les personnes ont temporisé leurs projets dans le cadre d'Erasmus ou du Corps? On a un petit peu deux cas de figure. Il y a des gens qui étaient déjà en mobilité et là, pour eux, il y a eu un suivi et là, au cas par cas, soit la continuité de l'activité, soit un retour. Et après, selon les modalités de mise en place des activités, on a eu des projets qui ont continué à se mettre en place. Comme le disait Audrey, il y a eu une virtualisation aussi des activités, donc beaucoup de choses qui se sont transformées en activités virtuelles. Et après, beaucoup de décalage de projets. Donc on a énormément de projets qui ont été financés, qui vont pouvoir se réaliser qu'à partir du moment où la mobilité va de nouveau être possible. Donc des opportunités de partir, il y en a beaucoup qui sont déjà un peu dans les tuyaux. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sont dans les tuyaux donc, ont priorité, ou d'autres jeunes peuvent quand même candidater aussi pour des nouveaux projets? Alors, il y aura les deux, c'est-à-dire des jeunes qui avaient prévu de partir et n'ont pas pu, mais pourront le faire au moment où ce sera possible. Et des nouvelles opportunités pour des jeunes qui maintenant voudraient partir là et du coup pourront se saisir de... Et est-ce que c'est imaginable que certains des projets restent en ligne ou que de nouveaux projets soient en ligne? C'est-à-dire, est-ce que l'expérience du confinement, de l'éloignement, de la fin de la mobilité pendant une période a fait germer l'idée que peut-être que cette mobilité peut se passer sous d'autres modalités? Alors, sur les aspects jeunesse, en tout cas, il y a cette envie de venir enrichir l'expérience, notamment en utilisant les activités virtuelles avant et après le projet. Mais peut-être sur les aspects d'éducation et formation, c'est plus imbriqué. Oui, effectivement. De fait, plein de projets se sont passés à distance pendant l'année écoulée. Mais en même temps, le nouveau programme 2021-2027 avait pour projet de rendre possible des formats hybrides, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment maintenant complètement intégré. Il y a des projets qui sont conçus comme cela, avec, on fait une partie donc, de ces activités en amont du départ, donc de manière virtuelle. Alors, ça peut être même pour un stage, on peut démarrer en fait son stage à distance. Ça, c'est très rassurant dans cette période. Oui. Exactement. Et ça permet aussi de se préparer et de mieux appréhender aussi cette mobilité qui parfois peut être un petit peu anxiogène. Donc, du coup, de pouvoir la préparer en amont, c'est intéressant. On peut aussi mettre de l'hybridation quand on sera sur site, quand on sera à l'étranger, et de poursuivre aussi une fois qu'on sera revenu. Donc, pour garder le lien, pour continuer l'expérience. Et ça donne beaucoup de souplesse, et encore plus dans cette période un petit peu incertaine. Oui. Donc, on essaye aussi de construire sur cette expérience difficile.
Exactement. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Donc la troisième question, si vous vous souvenez, moi j'ai un petit pense-bête, donc ça m'aide parce que j'ai pas retenu toutes les questions par cœur. Donc la troisième question était une question très ouverte et à mon avis extrêmement pertinente. Je suis même très tentée par une mobilité à l'international, mais qu'est-ce que cette expérience va m'apporter personnellement et professionnellement? Jérémy, qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Alors, peut-être ce qui transcende toutes les mobilités, quel que soit le cadre, en fait, c'est cette capacité à sortir de sa zone de confort, Oui. d'aller vers l'inconnu, de prendre ce risque. Et in fine, quoi qu'il se passe en fait dans ce cadre-là, il y aura toujours des aspects positifs et on va apprendre à la fois sur l'extérieur, comment fonctionne le monde, les rapports aux autres, et aussi beaucoup sur soi en fait. On va gagner en confiance. On va se rendre compte qu'on est capable de faire des choses très variées. On va peut-être du coup découvrir qu'on a besoin de se réorienter totalement parce que ce qu'on avait prévu au départ, finalement, au contact d'autres choses, il y a des appétences vers d'autres éléments qui se révèlent finalement. Et je pense que le fait aussi de pouvoir se dire qu'on est capable de partir à l'étranger et de se débrouiller, ça rassure aussi quand on revient ici et de se dire que en fait, les opportunités, elles ne sont pas cantonnées à ce qui s'offre vraiment le plus proche de chez soi. Et que si on a pu partir à l'étranger, on peut aller travailler dans une ville qui est un peu plus loin. Et donc, je dirais ça, pour moi, c'est l'apport principal. Après, bien sûr, il y a des découvertes interculturelles. Plus on voyage, plus on a envie de voyager, en fait, concrètement. Donc, il y a un espèce de cercle vertueux qui s'organise. Et après, il y a des compétences plus tangibles. Donc, peut-être les langues et des compétences plus liées à la formation. Peut-être Audrey, tu peux compléter. Oui, effectivement. Forcément, on va acquérir de nouvelles compétences linguistiques. Alors, des compétences linguistiques dans la langue du pays dans lequel on arrive. Oui. Donc, si on va en Slovénie, eh bien, on va apprendre un peu de slovène, de l'allemand, mais on va aussi forcément échanger avec d'autres jeunes qui viennent d'autres pays. Et donc, on va utiliser l'anglais. Donc, même si on ne va pas en Angleterre, on va vraiment développer, améliorer son anglais. Et puis, on sait aussi que... donc, il va y avoir toutes ces compétences linguistiques qu'on a développées au moment de la mobilité, mais on va garder contact avec les gens qu'on a rencontrés. Donc, finalement, on va continuer à exercer et à s'améliorer en anglais. Donc, ça, c'est bien sûr un domaine de compétences important. On va aussi acquérir, notamment lorsqu'on va faire un stage, des compétences professionnelles. Parfois, on va apprendre des gestes, des métiers, quand on touche vraiment à quelque chose de très technique ou de très manuel. On va aussi développer des compétences transversales, comme le disait Jérémy. On va apprendre à s'adapter, à travailler en équipe. Et ça, on peut le valoriser sur un CV. Donc, on sait très bien qu'une mobilité Erasmus+, elle peut faire la différence. Alors, pour trouver un premier emploi, mais aussi pour s'orienter, par exemple, pour entrer en master, imaginons. Voilà, donc ça, c'est important. Et pour valoriser toutes les compétences qu'on a acquises, il y a un outil qui est la plateforme Europass et qui permet donc d'exprimer toutes les compétences académiques qu'on a acquises à l'école ou en études supérieures, mais également des compétences qu'on a acquises hors académie, en fait. Et ça, c'est aussi très intéressant et souvent, on les a pas à l'esprit, en fait, ces compétences-là. Si j'entraîne une équipe de plus jeunes dans mon club de foot, je développe des compétences. J'ai travaillé, j'ai fait un petit boulot l'été, je suis bénévole dans une association. Tout ça, ce sont des compétences qu'on peut valoriser et qu'on peut donc entrer donc, sur la plateforme Europass. On se crée un profil. C'est une plateforme qui est gratuite, qui est en 29 langues, qui nous accompagne depuis très jeune et tout au long de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir également y stocker des informations, des éléments de valorisation de ces compétences, des diplômes. C'est une sorte de portfolio, finalement. Exactement. C'est un portfolio qui est sécurisé et on peut partager ces compétences avec d'autres personnes qui sont sur Europass. En un clic, on peut faire son CV et sa lettre de motivation avec plusieurs types de modèles. Et on peut aussi, et ça aussi c'est très intéressant, c'est une nouvelle fonctionnalité de cette plateforme, souhaiter recevoir des offres de formation, des offres de stage, d'emploi partout en Europe. Oui, donc ce que je comprends, c'est que finalement, en sortant de sa zone de confort, et on verra un petit peu quelle est la raison, et ça sera intéressant de voir avec vous si c'est la raison linguistique, c'est le fait de bouger un petit peu ou tout simplement se confronter à l'autre. On rentre en fait dans un système de découverte de soi et un peu se projeter un petit peu par rapport au parcours qu'on veut faire. Et plein d'outils peuvent être mobilisés
pour un peu s'aider à finalement, de la même manière que dans une école, dans un établissement, un conseiller d'orientation ou bien un référent carrière. Exactement. Et on est d'accord, parce que là, on est dans l'Académie Notre Europe, donc évidemment, tous nos jeunes sont particulièrement intéressés par le projet européen. On n'est pas obligé de s'y connaître sur l'Union européenne ou d'être particulièrement actif dans ce milieu pour se saisir de ces opportunités. Exactement, et j'ajouterais également qu'on n'est pas obligé d'être bon en langue, ni on n'est pas obligé non plus d'être un étudiant en langue. D'accord. Voilà, on peut tout à fait être dans un autre cursus et partir, et si on est un petit peu fragile au niveau de l'anglais, par exemple, c'est tout le travail en amont que va déployer la structure dans laquelle on est pour sécuriser un petit peu ce départ. Il y a des cours de langue, par exemple? Oui, il peut y avoir de mise en place des cours de langue. Il y a également une plateforme à laquelle on peut se connecter. Ce qui aussi est mais peut-être, je ne veux pas vous piquer les questions, hein, donc vous me dites tout de suite, chut, si je pose trop de questions, mais moi, une des questions qui revient quand même quand je discute avec les jeunes, c'est aussi outre la barrière de la langue, la barrière un peu de l'investissement, c'est-à-dire que non seulement on va dans l'inconnu, mais en plus on ne sait pas très bien les frais, tout ce que ça va représenter en termes de budget. Est-ce que là, il peut y avoir un accompagnement pour aider à imaginer ce que vont être les postes de dépenses, à imaginer à quoi se préparer, voire même peut-être des aides concrètes sur ces aspects-là? Moi, j'avais compris qu'il y avait la possibilité de solliciter, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait de façon systématique ou il faut s'y préparer. Pour ce qui relève de l'aspect Erasmus+, éducation, formation, là aussi, le réflexe, c'est d'aller vers la structure dont on dépend, en fait. Et là, on vous expliquera concrètement quelles sont les subventions auxquelles vous pouvez prétendre. Mais par exemple, pour un étudiant qui partirait en stage pendant 1 mois en Allemagne, on peut donner à peu près une fourchette. On est à peu près à 1 000 € par mois de financement Erasmus+. Oui. Tu peux peut-être ajouter quelque chose? Oui, juste sur les aspects financiers, en fait, en général, sur les projets, sur le volet jeunesse et le corps européen de solidarité, il y a toujours une structure qui est en portage autour des projets, et c'est elle qui va gérer ces aspects-là. Donc, il y a une prise en charge qui est indirecte, c'est-à-dire que la structure va faire en sorte que ce soit gratuit pour le participant. Et en termes d'accompagnement aussi sur la gestion du quotidien, par exemple, un jeune qui part en volontariat européen, la structure est là aussi pour l'aider à gérer le budget. Si c'est un jeune qui n'est jamais parti, essayer de comprendre, l'aider dans les démarches administratives. Il y a vraiment un appui. Et ça aussi, c'est une montée en compétences magnifique, hein, parce qu'on apprend à gérer, à monter un budget. Oui, c'est très concret. C'est pour ça que ce que disait Audrey sur l'acquisition de compétences, il faut aussi avoir conscience qu'on vit une expérience éducative et qu'on apprend au quotidien, en fait. La première fois, sortir, aller faire des courses et s'adresser au caissier en portugais ou en finlandais, c'est déjà une expérience qui révèle beaucoup de ses capacités et de ses compétences. C'est formidable. J'en viens à la dernière question, après c'est à vous. Donc j'ai envie de tenter l'expérience, comment m'y prendre? Moi j'ai l'impression qu'on a commencé un petit peu à déblayer, mais je pense que voilà, faisons-le là cette fois-ci de façon très systématique. Donc voilà. Oui, alors vous l'aurez compris, en fait, quand on ne peut pas déposer en son nom propre un projet Erasmus+ auprès de l'agence de Bordeaux, par exemple. C'est pas comme ça que ça marche. C'est toujours en fait la structure dont on dépend qui, elle, dépose un projet auprès de l'agence éducation formation, par exemple, et ce projet va être ensuite évalué. Et s'il est retenu, la Commission européenne alloue donc à l'agence française une subvention qui va être donnée donc à l'établissement pour que cette structure, que ce soit une structure d'enseignement supérieur ou une mission locale ou peu importe, pour que cette structure fasse partir en mobilité, c'est ce que l'on appelle les apprenants, c'est-à-dire les étudiants, les lycéens, les collégiens, et également ces personnels, parce que les personnels également peuvent partir. Donc, le réflexe, c'est si je suis un jeune, je vais par exemple me tourner vers ma mission locale. Si je suis collégien, lycéen, je vais m'adresser à la vie scolaire ou au secrétariat de l'établissement dans lequel je suis. Si je suis un apprenti, même chose, il y a des référents mobilité qui sont des personnes spécialisées à ce sujet dans les CFA. Et si je suis un étudiant, il y a forcément un service relations internationales qui organise probablement aussi de manière régulière des journées sur la mobilité où je vais pouvoir rencontrer des alumni qui vont, donc des jeunes qui sont déjà partis, qui vont pouvoir témoigner. Peut-être même que ces établissements vont organiser ce qu'on appelle les Erasmus Days, voilà, la fête donc, de l'Europe et notamment du programme Erasmus+, qui a lieu tous les ans. Et d'ailleurs, cette année, c'est du 12 au 16 octobre, si je ne m'abuse, du 14 au 16, pardon.
Et donc, il va y avoir aussi, on peut avoir aussi le réflexe, je vais vers mon centre régional d'information jeunesse. Okay. Et puis, on a aussi un site internet qui est intéressant, qui s'appelle le site génération, donc sans s, .erasmusplus.fr, où là, on va trouver tout un tas de témoignages, d'illustrations très concrètes de personnes qui sont parties en mobilité. Et ça peut aussi donner un petit peu d'inspiration. Il y a aussi une foire aux questions par rapport aux questions qu'on peut se poser. Donc, voilà à peu près le réflexe qu'il faut savoir. Oui, je comprends que ça démarre vraiment de son projet personnel et il faut trouver l'interlocuteur. Voilà. Mais le réflexe, c'est la structure dans laquelle on est. D'accord. Jérémy, peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Juste pour tempérer un petit peu, donc il y a cette situation aussi sur le volet jeunesse et sur le corps européen de solidarité avec des structures qui portent des projets. Mais après, il y a quelques initiatives qui peuvent être portées par soit un jeune individuellement. Je parlais de Discover You, donc vous pouvez aller sur la plateforme, sur le portail européen de la jeunesse et candidater pour obtenir ce pass Interrail. Et après, il y a des projets qu'on peut monter en tant que groupe informel de jeunes. Et par exemple, on peut être soi-même un porteur de projet pour monter un échange de jeunes, par exemple. Pas besoin de passer par une association nécessairement. Et c'est le cas aussi pour les projets de solidarité que je mentionnais sur le corps européen de solidarité. Et aussi un dispositif qui permet de mettre en place des projets autour de la participation des jeunes, les questions de démocratie et la place des jeunes dans les enjeux de société. Ça, c'est des financements qu'on peut octroyer. C'est des projets qui peuvent avoir une dimension locale, nationale ou transnationale. Et là, ça peut être tout à fait porté par un groupe de jeunes au départ. Et est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il doit y avoir des témoignages, un peu d'expérience déjà passée, n'est-ce pas, de ce type? Est-ce qu'il y en a sur votre site ou vu qu'on est en démarrage de programme, on n'a pas encore d'expérience de projet incarné. Par contre, il y a des descriptifs de comment peuvent se monter les projets. Et très rapidement, en fait, on va pouvoir mettre en avant des bonnes initiatives. Et est-ce que, comme Audrey, vous pouvez nous donner le site, l'adresse du site? Alors, c'est erasmus-jeunesse.fr. Ok, merci beaucoup. Est-ce que on fait ça ensemble la suite? Parce qu'il nous reste 15 minutes environ. Donc, moi, si j'étais... Voilà, je suis à nouveau, j'ai une grande pensée à Sophia qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, voilà, je regrette qu'elle ne puisse pas faire cet échange avec vous. Mais voilà, si j'étais à sa place, je vous dirais profitez. Vous avez 2 personnes qui pilotent des pans de l'Erasmus+. Donc, parlez de vous-même, de ce que vous souhaitez éventuellement envisager pour un peu creuser ce qui pourrait vous convenir. Donc, allez-y, peut-être présentez-vous. Je pense que ça va intéresser aussi nos intervenants. Oui, c'est sans micro. Allez-y. Je redire les questions. J'ai bénéficié du programme Erasmus. En fin de licence, je suis allé en Grèce il y a des années. Puisque vous avez un apprentissage, tout ça, aller à la caisse, parler avec des gens grecs et tout, j'ai expérimenté. Moi, j'avais une question de quoi personnel, mais dans la politique, quelles sont les conséquences pour vous, à court terme et à long terme, du retrait du Royaume-Uni? Oui, c'est une bonne question. Quel est l'impact, en effet, du Brexit sur ce programme? Concrètement, effectivement, le Royaume-Uni ne fait plus partie des pays du programme Erasmus+. Donc, ils sont considérés comme... le Royaume-Uni est maintenant considéré comme un pays, comme n'importe quel autre pays du monde. Donc, forcément, ça complique. Et d'ailleurs, les choses sont encore en évolution. Hein. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a une page sur le site de l'agence erasmus.fr, une page Brexit. D'ailleurs, c'est plutôt sur le site Mon Projet Erasmus+. On a une page Brexit qui est mise à jour régulièrement. Donc là, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Là, c'est très récent aujourd'hui, hier, sur la nécessité d'un visa et quel type de visa en fonction de la durée de la mobilité. Mais clairement, nous, on invite les porteurs de projets, donc les structures, à envisager donc maintenant des projets, que ce soit des projets de mobilité, parce que là, on parle des projets de mobilité, mais il y a aussi dans le programme éducation-formation tout un tas de projets de partenariat, en fait. Et donc, on invite forcément les structures à envisager de créer des partenariats avec d'autres pays où l'anglais est par exemple très pratiqué, donc les pays du nord de l'Europe, de l'est de l'Europe. Et comme je vous le disais, on peut parler anglais dès lors qu'on quitte la France. Enfin, voilà, vous étiez en Grèce, vous deviez voir ce dont il s'agit. Est-ce que tu veux compléter ? Juste très rapidement sur le volet jeunesse, en fait, historiquement, le Royaume-Uni n'était pas forcément un grand contributeur de projets à l'accueil ou à l'envoi. Donc, c'est triste de voir un pays sortir du projet européen de manière générale, mais l'impact sur le volet jeunesse est peut-être beaucoup moins important que ce qui peut être sur le volet éducation-formation. Peut-être ajouter aussi une petite
petite chose, c'est vrai que les projets qui sont déjà en cours, qui ont été initiés en fait dans l'ancien programme, le programme 2014-2020, dans ce cas-là, le Royaume-Uni fait toujours partie des projets de partenariat. C'est là ce dont je parle, c'est pour les projets voilà, qui démarrent à partir de 2021. Mais comme vous le savez, puisque vous avez suivi l'académie, l'Europe se fait au jour le jour. Et donc les liens, les discussions, voilà, la suite de l'évolution des relations entre le Royaume-Uni et l'Europe se fera. Et moi, je vois déjà de mon point de vue, qui est l'enseignement supérieur, on ne coupe pas comme ça les liens entre les universités où les liens sont décennales, où des projets de recherche sont imbriqués. Donc voilà, je pense que votre question, elle est très pertinente. Il y a un grand point d'attention pour ce pan, en effet, de la mobilité et du portage des projets. Mais à l'heure actuelle, en effet, on ne se projette pas dans l'immédiat, dans le futur, sur le territoire britannique. Merci encore. J'ai vu que c'était vous qui aviez une question ou c'était en arrière? C'était vous. Vous pouvez nous dire votre prénom? J'aimerais faire une césure l'année prochaine, donc en 2021 et 2022, et j'aimerais partir à l'étranger, par un stage à l'étranger. Mais je ne suis pas sûre que mon école, du coup, pourrait me financer. Enfin, j'ai vu qu'il y a aussi des programmes Erasmus plus stage. Est-ce que ça pourrait rentrer dans le cadre d'un financement Erasmus? Alors, en fait, c'est très propre à chaque structure. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous répondre de manière spécifique parce qu'en fait, le paysage de l'enseignement supérieur est assez divers en France. Donc, chaque université a un peu son fonctionnement, y compris en termes d'allocation des subventions, etc. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner auprès du service Relations internationales. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est que vous avez assisté à un atelier. Vous avez cru comprendre qu'il y a toute une palette de possibilités à mobiliser et voilà, vous invitez le contact. Pour compléter, c'est un volontariat européen est tout à fait possible par contre dans une année de césure. Donc on vous prend avec grand plaisir. Vous voyez la palette. Hein. Oui, donc c'était... Oui, allez-y, allez-y. Votre question est géniale parce que c'est vrai que c'était le port d'entrée. Erasmus est vraiment connu pour cet échange universitaire, mais on est maintenant vraiment après voilà, une étape bien plus avancée. Donc, je pense que votre question est formidable pour pouvoir un peu reboucler sur ces avancées qui sont en cours et dont certains on a un petit peu effleuré, mais pas assez en effet, qui est qu'on va étendre Erasmus+ depuis certaines années au-delà de l'université. Oui, tout à fait. En fait, le programme Erasmus+, il est vraiment fait pour une pluralité de jeunes. Et donc, les lycéens professionnels, les lycées professionnels sont très présents, contrairement à ce que l'on peut croire, dans le programme Erasmus+, déjà. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très connu, mais ils sont effectivement là. Et aussi, les centres de formation d'apprentis, également les maisons familiales et rurales. On a beaucoup en fait, de parcours de lycéens professionnels ou d'apprentis de la formation professionnelle qui sont dans le programme, qui bénéficient donc de mobilité pour aller faire des stages, donc acquérir des compétences professionnelles, mais ils font aussi partie de projets. Je vous disais, il y a la mobilité, mais il y a aussi les projets de partenariat. Et ben, dans un projet de partenariat, on va avoir souvent des lycées professionnels et ils ne vont pas forcément travailler sur des domaines professionnels, vous voyez, pas des domaines forcément qui sont en lien avec leur formation, mais sur des thématiques beaucoup plus transverses. Donc, on peut tout à fait avoir des lycéens professionnels qui vont travailler sur la notion de la mémoire collective, par exemple, sur la citoyenneté. On a plein de projets, en fait, qui intègrent des lycées professionnels et qui permettent justement
d'ouvrir ces publics-là, bien sûr, enfin, de profiter comme n'importe quel jeune des possibilités du programme Erasmus+. Et ça va être leur établissement qui vont porter cette... oui. C'est toujours la même logique. C'est le lycée professionnel qui, alors soit en son nom propre, soit un regroupement de lycées professionnels ou pas d'ailleurs, ce à quoi on invite vraiment les établissements à prendre conscience, c'est qu'on peut faire des projets, aussi des projets interdegrés. Par exemple, on peut envisager des projets où on va mettre en relation un collège, un lycée professionnel. Et comme ça, on va faire des ponts entre les différentes classes. On peut aussi envisager des projets où on aurait une école primaire et puis un collège. Et comme ça, on travaille le lien entre le CM2 et la 6e. Donc, on a vraiment une pluralité de projets. On a aussi des projets qui font le lien, et ça aussi c'est très important, entre l'éducation nationale, mais aussi avec les collectivités territoriales, donc sur des territoires, quartiers priorité politique de la ville, ou encore des territoires ruraux. On va vraiment, nous, l'agence, donc notamment le département promotion, engager ces territoires et les acteurs de l'éducation et de la formation à imaginer des projets pour que on emmène effectivement tout un tas de jeunes sur ce type de projet. Peut-être juste pour compléter sur le volet jeunesse, c'est aussi cette entrée-là en fait, c'est-à-dire de donner des opportunités pour des jeunes qui potentiellement dans leur cursus ou dans leur vie quotidienne en fait considèrent que l'Europe c'est pas pour eux en fait, ou qui s'en sentent exclus. Les projets qui sont menés, par exemple un service jeunesse d'une municipalité qui propose un échange de jeunes, et un jeune qui participe à cet échange-là, il va découvrir qu'en fait, si c'est des choses qui l'intéressent, qu'il y a une vraie proximité avec les Européens qu'il va rencontrer, des différences aussi, donc ça va attiser sa curiosité. Et vu que le programme, il couvre les 13-30 ans, l'idée, c'est d'aller le plus tôt possible, aller vers ces publics-là pour leur dire, en fait, c'est aussi pour vous. Et la palette large des opportunités qui est offerte par Erasmus et par le Corps européen de solidarité, c'est à chaque étape de la vie, il y a une opportunité. En fait. Et vivre un projet européen, ça peut être aussi vivre un projet européen localement. En fait. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un échange de jeunes. Si l'échange de jeunes il se passe à Ménilmontant ou à Belleville et que les Européens viennent à moi, c'est aussi une manière de l'approcher. Et peut-être l'étape d'après, ce sera de partir. Donc ça, le programme, l'accompagnement qu'on peut prodiguer nous en tant qu'agence, mais aussi les structures dont on a parlé tout à l'heure, les financements qu'on octroie, ils sont renforcés pour aller chercher les jeunes qui, au départ, pensent que c'est pas pour eux. Tout ça, en fait, fait que cette nouvelle génération de programmes a vraiment une focale très forte là-dessus. Aussi dire un tout petit mot, il y a aussi des projets, donc là on est en train de parler des projets qui sont gérés en fait dans les deux agences Erasmus+, mais on a aussi toute une catégorie de projets qui sont gérés à Bruxelles directement, et il y a notamment le programme Jean Monnet en fait, qui invite des universités mais aussi des lycées à inventer des contenus sur la citoyenneté européenne pour que les enseignants eux-mêmes soient en capacité de parler de l'Europe à leur public, à leurs élèves. Ça, c'est très, très intéressant. Merci aussi de cette information. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Anna-Maria. Merci. Moi, c'est Anna-Maria. J'étais dans la 3e promotion aussi. J'ai aussi fait un volontariat européen en Turquie. Et c'est comme vous disiez, on prend en charge tout le vol, tous les frais de déplacement, les frais sur place. C'était vraiment, tout était pris en charge. Mais ma question, c'est sur autre chose. Peut-être c'est un peu déplacé, mais je me demandais, parce que les jeunes, ils sont, dans la grande majorité, ils sont très européens et ils ont envie de partir. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait envisager, ou peut-être vous réfléchissez déjà un peu à ça, des programmes pour les adultes, c'est-à-dire pour les gens qui ont 35, 40 ans, 45 ans, qui n'ont pas eu la possibilité de profiter de ces échanges, qui ne connaissent pas vraiment l'Europe, qui n'y pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Est-ce qu'il y aurait des programmes pour même si les contraintes sont beaucoup plus importantes, parce que peut-être on a des enfants ou... oui, c'était un peu... Merci. C'est une très bonne question, parce que du coup, peut-être sur des trajets plus courts, sur des projets plus resserrés ou plus ciblés, absolument. Et on en vient un peu à
au point qui aussi lie beaucoup notre président Jacques Delors, la formation tout au long de la vie. Vous en avez un peu parlé. Exactement. Merci Anna-Maria. Et vous avez raison, en fait, ça existe déjà dans le programme Erasmus+, et on a même des financements qui sont vraiment importants sur ce secteur qui s'appelle le secteur de l'éducation des adultes, où on donne la possibilité, par exemple, à des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ne trouvent pas d'emploi en France, d'aller se former dans un pays européen, faire un stage en fait, et là aussi tout sera pris en charge, comme vous le soulignez, en termes de, enfin en tout cas une grande partie de leur mobilité. Donc c'est le programme Erasmus+, il est fait aussi pour des adultes. En fait, il n'y a pas de limite d'âge. C'est pas la logique du programme Erasmus+. De même, on peut être étudiant à n'importe quel âge de sa vie. C'est la formation tout au long de la vie. Donc il y a effectivement le programme Erasmus+, il est très très attentif. En fait, il y a 4 grandes priorités pour la période 2021-2027. Il y a l'inclusion. En fait, ça, c'est la grande priorité. Ce que l'on souhaite, c'est que chacun, s'il le souhaite, puisse partir avec le programme Erasmus+, et se sentir en fait concerné. Donc, il y a la notion d'inclusion et d'accessibilité finalement au programme. Il y a également une autre thématique très forte, c'est le développement durable. Et là aussi, le programme invite aussi les étudiants, par exemple, qui vont partir en mobilité dans un pays, pourquoi pas limitrophe à la France, et bien d'envisager des transports doux. Et donc, il va y avoir des incitations financières pour limiter l'empreinte carbone. Il y a également une 3e priorité qui est donc la citoyenneté, la démocratie, et une 4e qui est celle du numérique. Avec, bon là, c'est tout à fait logique. On en parlait tout à l'heure avec l'hybridation et aussi avec une initiative d'inventer Erasmus sans papier, donc Erasmus without paper. Peut-être juste pour revenir à cette situation, à cette question, une expérience personnelle. Moi, un des plus gros freins à la mobilité que j'ai pu rencontrer chez certains jeunes que j'ai pu accompagner, en fait, c'était les parents. C'est-à-dire que très concrètement, aller pour un jeune expliquer à ses parents que après ses études ou en année de césure, en fait, concrètement, ce qu'il voudrait faire, c'est aller faire un volontariat en Suède autour du théâtre et de la vie culturelle, alors qu'il a fait des études totalement différentes. D'ouvrir cette porte-là et de dire en fait ça va m'enrichir, c'est un vrai travail et c'est pour ça que travailler sur les compétences, expliquer en quoi en fait après il y a une vraie reconnaissance de cette expérience-là, c'est très important, et que nous en tant qu'agence on puisse vous donner les clés aussi pour vous appuyer dans cette démarche-là, parce que des fois le frein il est à l'extérieur mais en fait à l'intérieur de la maison concrètement. Et on va justement essayer aussi bien sûr de nous adresser aussi directement aux parents, voilà, pour qu'ils soient aussi prescripteurs de la mobilité. Oui, ça semble tout à fait en lien. Je comprends qu'on doit s'arrêter. Moi, j'ai plein d'autres questions. Peut-être que vous aussi. Ce que je vous propose, la chance qu'on a, c'est que on va se retrouver voilà, dans l'espace. Voilà, vous avez vu le stand Erasmus+, donc n'hésitez pas à approcher Audrey et Jérémy, je pense, après une petite pause. Et je remercie ceux qui étaient avec nous en ligne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.